Allô, allô. Bonsoir tout le monde. Alors on est en direct ici à Namur, à la Marlagne, pour une conférence du docteur Christian Vello, qui est docteur en sciences biologiques et médicales et généticien moléculaire. Donc il a également écrit un livre sur les OGM, donc OGM tout s'explique. Il est vice-président du CRIGEN, donc le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Vous avez déjà pu le voir lors d'une précédente conférence qui a été diffusée sur Kairos en juin 2022 sur les perturbateurs endocriniens et leur impact sur l'épigénétique. Et cette fois-ci, c'est sur la vaccination anti-Covid, donc qui va nous passer à la loupe avec beaucoup de brio parce que ça va être une conférence croustillante. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Ça devrait bientôt commencer. Alors partagez, soutenez-nous. Et c'est grâce à vous que en fait Kairos vit, et grâce à vos dons, en fait, on pourra continuer à acheter du nouveau matériel et s'étendre et développer de nouveaux sujets. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle conférence.
sisters and your mom. But you were never there, never available. I started looking for you in the crowded streets. I thought you were a joke, that there was a trick. And then I realized you were never my friend. That all you wanted from me was rather insane. I won't call you again. Now I know I won't call you again. I won't call you again. Now I know I won't call you again. I won't call you again. Now I know I won't call you again. I won't call you again. Voilà, la conférence va bientôt commencer. J'attends qu'on ferme la porte. Bonsoir à tous. Vous m'entendez là? Je ne sais pas lequel marche. Sur notre lancée du colloque de l'épigénétique au service de la santé du mois de mai dernier, qui a eu un franc succès grâce à nos orateurs exceptionnels et à vous, le public, très réceptif à leurs propos, l'association au sein des femmes Prévention a jugé bon d'aborder la prévention santé au sujet de la vaccination Covid. Nous organisons des événements pour vous informer le plus objectivement possible, avoir une réflexion autour de la santé et de prendre soi-même en charge sa propre santé. Il se passe beaucoup de choses dans le monde, en Europe, qui nous font sans doute oublier quelque peu le Covid. Pourtant, on nous parle tous les jours des vaccins. Il est important de savoir où on en est, d'enrichir et de nuancer la réflexion autour de la vaccination Covid. Une réflexion plus large que celle des médias, de grands chemins, qui n'en font pas toujours état. Un article est sorti hier dans la presse médicale qui relaie les objections d'un fact-checking de l'AFP datant de 2021 et qui ne partage pas la vision de Christian Vello sur la circulation du virus, de l'efficacité du vaccin et de la stratégie vaccinale. Contre le Covid, faut-il être tous vaccinés ou faut-il seulement vacciner les plus fragiles ? Nous avons noté les interviews récentes du docteur Yves Kopiters dans le magazine Biotempo et même d'Yves Van Latem dans Le Soir, qui semble ne recommander le booster que pour les plus fragiles. Nous désirons ardemment le débat depuis 2020. Nous regrettons que celui-ci n'a pas lieu entre les experts aux opinions différentes. Cet article mentionne également que malgré de nombreux rappels, notre association n'a pas donné suite à son message
et nous n'avons reçu qu'un seul appel, hier vers 15 heures, soit quelques minutes avant la mise en ligne de l'article. Chacun appréciera. Si nous donnons la parole aujourd'hui à Christian Velo, c'est aussi parce que les avis des experts officiels sont connus et relayés dans tous les grands médias. Nous ne cherchons pas la polémique, mais comme annoncé dans notre newsletter, nous souhaitons que chacun, avec le recul de ces 2 années, analyse la situation et se fasse sa propre opinion, son consentement éclairé, afin de gérer au mieux sa santé et son impact sociétal, surtout où le professeur Goldman a établi un lien entre la vaccination et la résurgence de son cancer. Chacun est libre de penser et de douter des avis de l'un ou l'autre. C'est comme cela que les choses avancent. Alors écoutons Christian Velo et n'hésiterons pas à présenter nos doutes et à poser nos questions. Par ailleurs, au sein des femmes qui avaient organisé son premier colloque autour du cancer du sein, est souvent confondu aux problèmes exclusivement féminins. Ce qui n'est pas le cas. Notre philosophie et nos actions se déploient dans la prévention santé en général, pour toute maladie chronique de civilisation, ce qui ne nous empêche pas d'être interpellés par les problèmes vécus par les femmes, par exemple depuis leur injection du vaccin Covid. Ces femmes qui ont des problèmes de cycle et ont leur vie brisée. Et juste après la conférence du docteur Velo, nous laisserons un moment la parole à la docteure Laurence Kayser, courageuse gynécologue, qui vous parlera de son vécu lors de ses rencontres avec ces femmes et vous parlera de ses pathologies suspectes. Je vous parlerai également, après la conférence du docteur Velo, des laboratoires qui sont ici présents. Je vous souhaite une belle soirée, très vivante, grâce à la verve et l'humour de notre orateur, docteur en sciences biologiques et médicales, spécialisé en génétique moléculaire, qui traite les aspects scientifiques et sociétaux de ses interventions avec une analyse critique et simplicité. Un tout grand merci à nos bénévoles pour leur soutien. Et merci à Tetra, Kéros et Citoyens Contagieux d'avoir publié cette conférence et à Kéros de la diffuser en live et ensuite sur le YouTube de l'association Seins des Femmes. Bonne soirée à tous. Bienvenue, Dr Velo. Merci beaucoup. Bien, bonsoir. Vous m'entendez bien ? Ouais. Bonsoir donc à toutes et tous. D'abord, merci d'être là. Je suis ravi de revenir après le colloque sur l'épigénétique. Donc, merci au sein des femmes donc, de m'inviter à nouveau pour venir vous parler cette fois-ci des vaccins et en particulier des vaccins ou considérés comme tels en tout cas pour lutter ou tenter de lutter contre la Covid-19. Donc, grand merci donc à tous les organisateurs, Anneli Chapelle en particulier, et merci aussi pour cette introduction. Alors évidemment, je vais en rajouter une petite louche, parce que autant quand je parle beaucoup je fais beaucoup de conférences sur d'autres sujets. Vous m'avez entendu la dernière fois parler des perturbateurs endocriniens, l'épigénétique. Bien sûr, l'épigénétique relève de mon domaine de spécialité, qui est la génétique moléculaire. Je fais beaucoup de conférences depuis beaucoup plus longtemps encore sur la question des organismes génétiquement modifiés, sur la question des OGM. Parce que ça aussi, ça relève de la compétence du généticien moléculaire, puisque les OGM sont... ça fait partie de la boîte à outils du généticien moléculaire. C'est-à-dire que quand on fait de la génétique moléculaire, on a besoin, comme dans toutes les disciplines de recherche, on a besoin d'outils pour mener à bien nos activités de recherche. Et parmi les outils que nous utilisons, il y a notamment donc ceux qui permettent de faire des OGM. Donc, je suis beaucoup intervenu sur cette question des OGM, pas seulement
Dans le domaine agricole, bien sûr, beaucoup dans le domaine agricole parce que c'est essentiellement les OGM du domaine agricole qui font polémique. C'est d'ailleurs depuis que les OGM ont quitté les laboratoires pour aller dans les champs et finir dans les assiettes que le grand public a beaucoup entendu parler des OGM, mais les OGM existaient déjà avant. Donc, comme un outil au service du chercheur, c'est ce que je viens de dire, mais aussi dans le domaine, par exemple, médical ou pharmaceutique, parce que les technologies OGM sont aussi utilisées à des fins médicales et pharmaceutiques, et notamment pour faire des vaccins. Et c'est à ce titre que j'interviens sur ce sujet. Je ne suis pas médecin, doctorat de sciences biologiques et médicales, certes, mais ça ne fait pas moi un médecin, je n'ai pas un doctorat de médecine. Donc, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas immunologue, je suis généticien moléculaire. Alors, quelle est ma légitimité à parler du sujet? Eh bien, c'est tout simplement que les vaccins de dernière génération qui nous sont proposés pour tenter de lutter, proposés, ou devrais-je dire imposés, pour tenter de lutter, oui, je ne peux pas m'empêcher, on va dire, ça y est, vélo est encore polémique. Non, je ne peux pas m'empêcher de dire imposer. Je pense à tous ces personnels de santé qui ont été suspendus. Alors qu'ils ont fait un travail merveilleux, on les applaudissait sur les balcons. Ils n'avaient pas de masque à l'époque parce qu'on n'en avait pas à leur fournir. Ils allaient chercher des toiles d'hivernage chez Truffaut pour se faire des surblouses. Et ces gens-là ont sauvé des tas de gens, s'en sont parfaitement occupés et ont su se protéger pour ne pas être malades. Et du jour où il y a eu un prétendu vaccin et que ces personnes étaient réticentes à se faire vacciner, et elles avaient bien des raisons de l'être, eh bien, on les a, du jour au lendemain, ces personnes qui étaient des héros qu'on applaudissait sur les balcons sont devenues des pestiférés. Et on les a suspendus, sans salaire, sans rien, plus de boulot. C'est une honte, et je ne peux pas commencer sans penser à toutes ces personnes. Voilà, ça c'est dit. Donc, c'est pas de la polémique. Et donc, oui, j'ai beaucoup parlé de ce sujet. Et pourquoi j'en ai parlé au départ? Parce que j'ai été contacté par un cabinet d'avocats qui voulait saisir la Cour de justice européenne. Je crois qu'une personne dans la salle en dira peut-être quelques mots lors de l'échange tout à l'heure, puisqu'elle fait partie des associations qui étaient concernées par cette démarche pour saisir la Cour de justice européenne, pour justement contester le fait qu'on voulait alléger la réglementation des organismes génétiquement modifiés au prétexte que certains médicaments ou vaccins pour tenter de lutter contre la Covid s'appuyaient sur ces technologies OGM et que pour gagner du temps, il fallait permettre à ces applications de technologies OGM destinées à lutter contre le Covid, eh bien, de pouvoir outrepasser certaines étapes de l'évaluation sanitaire et environnementale. Et bien sûr, on voyait bien se dessiner derrière ce prétexte une volonté d'assouplir de manière générale la réglementation sur les OGM de façon tout à fait générale. Et donc, ce cabinet d'avocats m'a demandé de rédiger un document d'expertise grand public, puisque les juges sont des néophytes en matière de biologie, et donc ça s'adressait à des juges, donc de faire un document d'expertise grand public pour expliquer ce que sont ces vaccins, comment ça fonctionne, et quels sont les questionnements qu'ils engendrent. J'ai bien dit les questionnements, c'était au tout début de la crise Covid, on n'avait absolument encore aucun recul, on va dire qu'on n'en a pas tant que ça, on commence à en avoir, et pas forcément rassurant d'ailleurs, mais voilà, il y avait des questionnements. On a le droit de se questionner sur les risques potentiels, qui ne sont que des risques. À ce moment-là où on en parlait, c'était que des risques parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et donc, on avait le droit de s'interroger. Et donc, ce rapport avait simplement pour but, voilà, d'expliquer comment ça marche, et puis de soulever des questionnements avec la prudence du scientifique, la prudence qui devrait accompagner tout scientifique. C'est-à-dire de dire attention, je ne suis pas sûr d'avoir raison, je peux me tromper, et d'ailleurs, quand je crains certaines choses, j'espère me tromper, et que ça n'arrivera pas, je n'ai pas arrêté moi-même de le répéter, j'espère avoir tort, j'espère me tromper, mais sur la base de données scientifiques passées, on est en droit
de se poser un certain nombre de questions et de craindre un certain nombre de choses. Simplement ça, simplement ça. Vous voyez, on ne peut pas être plus prudent par rapport à tous ceux qui étaient confinés, les médecins ou les scientifiques, qui étaient confinés sur les chaînes d'infos continues à la télévision et qui, eux, ne prenaient aucune précaution, qui disaient « Braves gens, dormez tranquille, on s'occupe de tout, il n'y a aucun problème, et ceux qui vous disent qu'il pourrait y en avoir, ce sont des complotistes. » Voilà, c'est ça la situation dans laquelle on se trouve. Et j'ai appris tout à l'heure, en arrivant à Namur, par Nelly Chapelle et son mari, que le magazine médical MediQuality m'avait fait une sale pub pour ce soir, en s'appuyant sur quoi? Sur un article de l'AFP. Un article de l'AFP qui, suite à une interview que j'avais faite en France pour le média France Soir, contestait mes dires des collègues scientifiques sur lesquels s'appuyait l'AFP, contestaient mes dires. Très bien, mais il n'y a aucun problème avec le fait que l'on conteste mes dires. Je veux dire, voilà, la science, elle est basée sur la contradiction. Toute l'histoire de la science est basée sur la contradiction. Et qu'est-ce que l'on croit, tous ces gens qui défendent les vaccins? Ils ont le droit de les défendre. Il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Qu'il n'y a jamais eu de polémique autour de Pasteur? Que tout le monde a toujours été d'accord avec Pasteur? Que les ancêtres de ceux qui aujourd'hui mettent Pasteur sur un piédestal et en parlent comme un dieu n'ont jamais contesté Pasteur? Pasteur était irréprochable? Non, Pasteur n'était pas irréprochable. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause toutes les avancées que l'on doit à Pasteur. Mais Pasteur a souvent violé certaines règles déontologiques de la science. On peut quand même le dire et on peut quand même en parler sans pour autant remettre tous les bienfaits de ce qu'a pu découvrir Pasteur. Donc, où est le problème? La contradiction, c'est ce qui fait respirer la démocratie. On en a besoin en science comme ailleurs. Et donc, si ces scientifiques sur lesquels s'est appuyé l'AFP ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas le problème. Mais qu'aurait dû faire la journaliste de l'AFP? Elle aurait dû m'appeler et dire « Monsieur Vélo, voilà, j'ai recueilli des témoignages de certains de vos confrères qui ne sont pas d'accord avec vous. J'aimerais que vous répondiez et qu'on puisse échanger. Voilà, qu'on puisse faire un échange et qu'on puisse débattre. Et moi, je ferai la synthèse de ce débat et je le publierai. » Ça aurait été intelligent. Ça aurait été dans les règles déontologiques du journalisme. Et on aurait pu débattre et ça aurait été très bien. Au lieu de ça, cette journaliste a dit « Mais non, mais je n'ai pas besoin d'interviewer Vélo parce que je m'appuie sur deux scientifiques qui ne sont pas d'accord avec lui et en qui j'ai toute confiance. Et puis moi, je m'y connais aussi pas mal et je ne suis pas d'accord avec Monsieur Vélo. » Voilà. Et non, Monsieur Vélo a tort. Eh bien, allons-y, peut-être que j'ai tort. Sauf qu'il est passé il n'y a pas longtemps un documentaire sur Arte, la semaine dernière, sur la vaccination. Documentaire dans lequel sont intervenus des gens qui se sont clairement affichés comme des défenseurs de la vaccination et qui pourtant ont dit des choses que notamment, déjà à l'époque, dans cette interview de François, je soulignais. Et notamment, je disais que vouloir vacciner massivement en période de pandémie, c'est contre-productif parce que, en empêchant le virus d'origine de se propager parce qu'on vaccine à tour de bras, et donc on lui met des embûches sur son parcours avec des anticorps qui vont traîner partout et qui va devoir contourner, on risque de sélectionner, de créer les conditions de sélection et d'émergence de variants qui pourraient être beaucoup plus méchants que le virus d'origine et qui auraient la voie libre pour proliférer puisque le premier serait bloqué par les anticorps. Donc, tiens, c'est bizarre parce que dans le documentaire d'Arte, il y a un médecin qui intervient pour expliquer la recrudescence des cancers de l'utérus chez les gens vaccinés contre le papillomavirus. Et l'une des hypothèses qu'il avance, c'est que le vaccin aurait bloqué une version du virus pour laisser la place à un autre virus qui, lui, donc, aurait la voie libre pour proliférer. C'est une des hypothèses, ce n'est qu'une hypothèse. Il ne dit pas que c'est ce qui s'est produit, mais il avance cette hypothèse parmi d'autres.
Et donc voilà, quand on est à la limite des connaissances, quand on est à la frontière des connaissances, personne ne peut dire qu'il a raison, personne ne peut dire qu'un tel a tort. On est à la frontière des connaissances, on débat, on dit voilà, moi je pense que c'est risqué pour telle raison, d'autres vont dire ben non, moi je pense que ça en vaut la chandelle, parce que je pense que ce que vous considérez comme un risque finalement est peu probable, etc. Et on discute et on échange et on argumente, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, quand on s'appuie sur des données passées et que ces données sont occultées ou sont niées parce que ça ne nous arrange pas, ça s'appelle du déni scientifique. Et ça, moi, je l'ai vu moi-même avec le monsieur vaccin français qui s'appelle le professeur Fischer, et qui a contesté certains de mes arguments en niant la réalité scientifique, alors que les événements scientifiques dont je parlais et dont je vais parler ce soir datent des années 60, des années 80 et des années 90. Ça, c'est inacceptable. Parce que ça, c'est du déni de réalité, c'est un déni scientifique, c'est du négationnisme scientifique. Donc ça, c'est inacceptable. Mais quand on est au bord des connaissances, à la frontière, et puis qu'on dit, voilà, moi je crains que d'autres, maintenant, moi je crains pas, etc., pas de problème, on discute, on débat, je ne sais pas qui aura raison, mais peu importe, c'est comme ça que se construit la science. C'est pour ça d'ailleurs qu'en science, il ne faut pas chercher le consensus. Parce que dans l'histoire des sciences nous a montré que la science ne s'est jamais construite sur le consensus. Parfois, dans un groupe de scientifiques, il y a une personne qui est toute seule contre tous les autres, et l'histoire des sciences nous a montré que c'est cette personne qui avait raison. Donc la science s'est construite sur la culture du dissensus, pas sur la culture du consensus. Or aujourd'hui, on cherche parmi les scientifiques, levez la main, il y en a 8 contre 10, ah ben c'est eux qui ont raison. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il faut prendre en compte tous les avis. Et donc, ces personnes qui ne sont pas heureuses que je sois là ce soir devant vous, pourquoi ne sont-elles pas là pour débattre si elles sont sûres d'elles, si elles sont si sûres d'elles, si elles sont persuadées que j'ai tort? Pourquoi elles ne viennent pas argumenter avec moi pendant l'échange qu'on va avoir lieu tout à l'heure? Pourquoi? Elles doutent alors? Mais si elles doutent, c'est qu'elles ne sont pas si sûres que ça. Alors pourquoi elles affirment que j'ai tort? C'est facile de le faire, d'écrire cet article, de dire on a essayé de joindre Madame Chapelle pendant je ne sais combien de fois alors qu'elle a eu un seul coup de fil et 3 minutes avant de publier. Mais c'est quoi cette manière de faire? C'est quoi cette déontologie? Et ce sont des gens qui veulent donner des leçons aux autres en me disant que moi je ne serai pas déontologique. Mais commencez par balayer devant vos portes. Merde, il y en a marre à la fin. Moi je ne fais que mon travail. Je ne fais que donner des informations, expliquer. Pour moi, la vaccination, comme n'importe quel traitement, ça doit être un acte choisi et pas un acte subi. Et donc, je donne de l'information. Mais moi, je ne décourage personne de se faire vacciner. J'ai même encouragé certains amis à le faire parce qu'ils avaient de graves problèmes pulmonaires et qu'ils avaient une vie qui leur faisait rencontrer beaucoup de personnes. Je leur ai dit, je ne sais pas ce qui vaut ce vaccin, mais le virus, en tout cas, si jamais tu le chopes, ça va être méchant pour toi. Alors, il vaut peut-être mieux quand même se faire vacciner. Moi-même, j'ai dit ça à certains amis. Moi, l'anti-vax, soi-disant. Et mon ami Jean-Paul Bourdineau, qui va bientôt publier un livre, grâce à Marco Pieter, qui est ici présent, qui va l'éditer, parce qu'il a le courage d'éditer des gens qui vont contre la doxa, contrairement à bien des éditeurs qui mettent la tête sous le tapis en disant « non, pas ça, non, pas le Covid, non, on n'en parle pas ». Lui, il a le courage de le faire. Bien, Jean-Paul Bourdineau, et ma compagne qui est ici ce soir peut en témoigner, c'est un ami de longue date. Il n'y a pas plus pro-vaccin que Jean-Paul Bourdineau. Et pourtant, Jean-Paul Bourdineau est quelqu'un qui est très critique sur les vaccins de dernière génération. Mais il y a même une anecdote où il est venu manger à la maison avec une amie médecin qui elle est plutôt très réservée sur les vaccins, et on se rappelle, mais il s'adore, donc ça s'est bien passé, mais il y a eu une discussion très houleuse, parce que lui, les vaccins, il les défendait bec et ongle, et elle était timide sur les vaccins. Et donc ils se sont chabis, comme il dirait, parce qu'il est d'origine marseillaise, ils se sont chamaillés à la maison. Donc aujourd'hui, entendre tous ces journalistes qualifier de mon ami Jean-Paul Bourdineau d'antivax, ça fait franchement rigoler.
Non, mais Jean-Paul Bourdinoz n'est pas anti-vax, pas du tout, mais simplement, et puis quand bien même en démocratie, hein, pourquoi on n'aurait pas le droit d'être anti-vax? Mais il se trouve qu'il ne l'est pas. Mais, et vous le verrez dans le livre que je vous encourage à lire, qui va bientôt sortir, puisqu'il est entre les mains de Marc Opieter pour être édité, eh bien, je vous encourage à le lire parce que c'est extrêmement travaillé, extrêmement argumenté sur le plan scientifique. Et il démontre en quoi ces vaccins n'en sont pas, il démontre en quoi donc, les effets secondaires peuvent être très graves, etc. Et donc ça, mais il ne le dit pas de manière gratuite. Il le dit vraiment avec des données scientifiques et des données scientifiques extrêmement récentes. Donc voilà, je commence cette conférence ce soir sur un ton un petit peu rebelle, parce que j'en ai marre j'ai entendu également que parmi l'association au sein des femmes, il y a des pharmaciens ou des médecins qui ont déchiré le flyer, qui ont dit non, pas ça, etc., parce que le titre est polémique. Vous avez vu le titre comme il est polémique? La vaccination anti-Covid à la loupe. Oh, ça sent le truc, ça. Oh, là, il y a anguille sous roche, il y a un loup, ou autre métaphore animalière, comme dirait mon ami Jean-Paul Bourdinoz, d'ailleurs. Non, ben non, la vaccination anti-Covid à la loupe. Ben on a le droit, non? On a le droit de regarder d'un peu plus près ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ces vaccins? Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de se faire vacciner ou que c'est bien, etc. On en discute. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas la légitimité de dire aux gens, faites-vous vacciner ou ne le faites pas. Mon rôle, c'est d'informer, de faire de la formation scientifique indépendante. Parce que contrairement à tous ceux qui ont été confinés sur les plateaux télé, moi, comme Jean-Paul Bourdinoz d'ailleurs, on n'a aucun conflit d'intérêt. Aucun. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point important. Et on aimerait que les journalistes qui invitent ces gens, à un moment donné, leur posent la question, quels sont vos conflits d'intérêt? Jamais. Jamais. Pas de problème. On apprend après que ceux qui ont cassé l'hydroxychloroquine et qui ont défendu le remdesivir, promu par le laboratoire Gilead, touchaient des fonds du laboratoire Gilead. Mais ça, on ne le révèle pas. Non, ça n'empêche rien. Hein, bien sûr, ça n'empêche rien. Alors bien sûr, ce n'est pas parce qu'on travaille pour une industrie pharmaceutique qu'on est un vendu ou un pourri. Mais quand même, on aimerait avoir au moins un deuxième avis de quelqu'un qui n'a pas de conflit d'intérêt avec cette entreprise. Voilà. Eh bien non. Hein, discours monolithique, une seule personne sur le plateau, elle déblatère ses pseudo-arguments et tout le monde est content parce que ça va dans le sens de la doxa. Voilà, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, merci encore au sein des femmes de donner la parole à des personnes qui ne font que leur travail pour essayer d'expliquer les choses et qui sont pas là pour dire vous êtes fait vacciner, ben vous avez eu tort. Vous n'êtes pas fait vacciner, ben c'est bien. Non, c'est pas ça le truc. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais même quand bien même on se serait fait vacciner, on a quand même le droit de dire après coup ouais, mais ah oui, il y a des effets secondaires, il y a ceci, il y a cela, j'ai peut-être fait une connerie, mais peu importe. Tu vois, c'est la vie, on fait tous des conneries dans la vie. Et puis, à un moment donné, il y a un contexte qui fait qu'on a choisi de faire ça ou de ne pas le faire. Et puis, peut-être on s'en mord les doigts, peut-être pas, mais peu importe. Est-ce que parce que des gens se sont fait vacciner et peut-être commenceraient à réaliser qu'ils auraient peut-être mieux fait de ne pas le faire, qu'il ne faut pas en discuter et qu'il faut mettre encore une fois la tête sous le tapis en disant ben non, on ne veut pas aller écouter parce qu'ils risqueraient de nous faire prendre conscience que, mais non, mais c'est ridicule tout ça. C'est ridicule. Et c'est des gens qui se disent médecins, scientifiques, ouverts d'esprit, etc. Mais allez vous faire voir si vous n'êtes pas capable de venir ici pour m'écouter ou discuter avec moi. Ben allez vous faire voir, mais arrêtez de dire du mal des gens. Arrêtez de salir les gens, de qualifier de complotistes. C'est insupportable. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est même plus fasciste, l'insulte suprême. C'est complotiste. Alors soyons clairs, le complotiste Christian Vélo va vous faire une conférence. Alors, je vais vous parler de la vaccination anti-Covid à la loupe. Je pense que c'est à la loupe qui dérange. Parce qu'effectivement, si on fait comme sur les grands plateaux télé des chaînes d'infos continues, évidemment, on ne va pas gratter. Hein,
Donc on nous dit, ah oui, les gens ont parfaitement compris de quoi il s'agissait, bien sûr. Tout le monde a compris ce que c'était qu'un ARN messager, pas de problème. On peut faire confiance à Monsieur Fischer. La façon dont il a expliqué sur BFM TV, c'est sûr, c'est clair, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien compris. En tout cas, si j'avais pas été biologiste, c'est sûr, j'aurais vraiment rien compris. Donc je vais essayer, j'ai pas la prétention d'y arriver, mais je vais essayer de vous expliquer. Alors, on va le faire en 4 grands volets. D'abord, je vais faire quelques rappels de notions de biologie. Alors, pour ceux qui ont assisté à ma conférence ici même sur les perturbateurs endocriniens et l'épigénétique, eh bien, vous avez déjà eu droit à ces quelques rappels de notions de biologie pour que je vous explique ensuite l'épigénétique. C'est pas grave, ça fera une deuxième fois, ça fera un rappel de rappel. Après tout, on est dans la vaccination. Et donc, ça va pas faire de mal. Donc, en tout cas, ce rappel-là, c'est sûr. Donc, on va regarder donc quelques notions de biologie de base dont je vais avoir besoin pour vous expliquer les vaccins. Ensuite, je vais parler des vaccins classiques. Quand je mets classique, vous avez vu, je le mets entre guillemets, c'est pour dire, pour signifier en fait les vaccins qui existaient déjà avant la pandémie Covid. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui existait déjà ? Qu'est-ce qui se faisait déjà avant comme vaccin ? Et ensuite, on parlera des candidats vaccins anti-Covid. Alors, j'ai mis candidats, même si certains sont déjà sur le marché, comme on dit, mais ça n'en reste pas moins des candidats, puisque ce sont des autorisations provisoires. Hein. Ça aussi, on oublie souvent de nous le rappeler. Ce ne sont pas des autorisations définitives. Donc, on va parler donc des candidats vaccins contre la Covid, parmi lesquels, d'ailleurs, on trouvera des vaccins qui s'appuient sur les principes des vaccins classiques, et puis des vaccins de nouvelle génération, de dernière génération, qu'on appelle les vaccins génétiques, dont je vais parler donc tout spécialement. Et puis je terminerai, n'en déplaise à tous ceux qui prétendent détenir la vérité ou qui veulent surtout pas la connaître, eh bien je parlerai de risques et de questionnement. De questionnement. Je me questionne, je m'interroge. Voilà, c'est le minimum que l'on peut attendre d'un scientifique, c'est quand même de se questionner. Donc je vais partager ces questionnements avec vous, et puis il y a des choses qui ne sont plus aujourd'hui des questionnements, malheureusement, qui sont des faits avérés, qui avaient été niés d'ailleurs au début, lorsque ces faits ont été relatés au tout début. Je parle notamment des effets thrombotiques, des problèmes circulatoires. Donc je reviendrai sur ces aspects-là pour terminer mon intervention, avant d'échanger ensuite. Alors on y va avec les quelques rappels. Ça m'a donné chaud, moi, ce coup de colère, là. Je vais quitter ma voilà. Quelques rappels. Alors, en fait, j'ai besoin de réexpliquer un petit peu les notions d'ADN, d'ARN, de protéines, qui sont des notions qu'on aborde très très souvent lorsqu'on parle des vaccins. Alors, et de ce type de vaccins, notamment des vaccins de dernière génération. Alors, notion d'ADN, d'ARN, de protéines, je vous rappelle que nous sommes tous constitués de cellules. Nous avons des cellules du cerveau, des cellules du cœur, des cellules du foie, des cellules du rein, des globules rouges, des globules blancs, des cellules osseuses, des cellules de la peau, etc. Et on est un tas de cellules, c'est comme ça, et tout fonctionne en harmonie pour faire un organisme entier. D'accord ? Tous les organismes, c'est comme ça, la plante, cellules de la feuille, de la tige, de la racine. Bon, voilà, ces cellules, elles ont des spécialités différentes. Une cellule du cœur ne fait pas la même chose qu'une cellule du foie ou du rein, etc. Pareil chez la plante, une cellule de la racine ne fait pas la même chose qu'une cellule de la tige ou de la feuille. Néanmoins, toutes ces cellules, qu'elles soient végétales d'ailleurs, animales, voire microbiennes, elles ont des caractéristiques communes. Alors j'ai représenté ici une cellule sur un schéma extrêmement simplifié. Beaucoup de gens s'imaginent qu'une cellule c'est un sac avec un liquide homogène à l'intérieur ou une matière homogène quelconque. Pas du tout. Une cellule c'est une véritable architecture extrêmement sophistiquée. Mon schéma est très simplifié. Vous avez ici ce qui est représenté en orange, les poumons de la cellule, qu'on appelle des mitochondries, peu importe, mais pour ceux qui connaissent le terme, ben voilà, ça c'est les mitochondries, c'est les organelles respiratoires de la cellule, voilà, il y a des tubules, des vésicules, bon, etc. Et puis il y a un compartiment un peu plus gros que les autres ici, qu'on appelle le noyau. Alors ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que la cellule est délimitée par ce qu'on appelle une membrane, et cette membrane, je l'ai représentée sous forme de 2 traits noirs, parce que c'est une bicouche de graisse. Vous allez voir, ça a son importance pour tout à l'heure. Donc bicouche de graisse qui délimite
dans laquelle d'ailleurs il y a du cholestérol, hein, et donc le cholestérol n'est pas forcément une molécule ennemie. Le cholestérol, on en a besoin, parce que si on n'en a pas dans nos membranes, eh bien, on est mort. Donc voilà, donc ça c'est la bicouche de graisse qui est là. Et puis vous avez un compartiment un peu plus gros que les autres à l'intérieur de la cellule, donc je disais, qui s'appelle le noyau. Et si on regarde d'un petit peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, on y trouve notre matériel génétique, qui est réparti sur des entités qu'on appelle des chromosomes. Alors les chromosomes, c'est quoi? Un chromosome, c'est une très longue molécule constituée de deux brins parallèles entourés autour d'un axe pour former une double hélice qu'on appelle la double hélice d'ADN. Alors, deux brins parallèles entourés autour d'un axe, exactement comme les deux montants d'un escalier en colimaçon. Hein, voilà, donc deux brins parallèles, et ça fait donc une double hélice. Et chacun des deux montants de l'escalier en colimaçon, chacun des deux brins marrons, est constitué par l'enchaînement à la queue leu de 4 molécules plus petites que l'on appelle des nucléotides et qu'on désigne par leurs initiales respectives, à savoir 4 lettres AGCT. Et quand on dit qu'on a séquencé, donc ça, AGCT, c'est ce qui constitue chacun des deux brins marrons de la double hélice. C'est l'enchaînement de ces 4 molécules, désignées donc par 4 lettres. Et donc, quand on dit qu'on a séquencé un chromosome ou une molécule d'ADN, ça veut dire qu'on a déterminé tout le long de cette molécule l'ordre de succession des 4 lettres AGCT qui la composent. Vous avez un exemple ici, on a séquencé cette molécule et on a CCA, TAT, GT, ACA, CA, TGG, ACG. Vous imaginez le nombre de combinaisons possibles, hein? C'est ce qui explique d'ailleurs qu'avec les empreintes génétiques, c'est aussi d'actualité. Avec les empreintes génétiques, c'est l'ordre de succession des 4 lettres AGCT sur différentes portions de nos différents chromosomes. On soit capable d'identifier un individu parmi les 7 milliards de la planète. Et comme la police criminelle se dote aujourd'hui des empreintes génétiques parmi ses outils, le crime parfait devient compliqué. Donc, parce qu'il suffit de laisser une toute petite trace de matériel biologique pour que la police criminelle soit capable de faire les empreintes génétiques de l'individu qui a laissé ces échantillons biologiques sur la scène de crime. Alors, donc voilà, ça s'appelle donc séquencer un ADN. Et le nombre de chromosomes que l'on a varie en fait pas d'un individu à l'autre, pardon, d'une espèce à l'autre. Donc l'espèce humaine, nous tous ici, nous avons dans chacune de nos milliards de cellules 23 chromosomes différents. 23 chromosomes qui sont tous en double, ça fait 46. C'est-à-dire 23 paires de chromosomes. Dans chaque paire, il y a un chromosome hérité de notre maman et un chromosome hérité de notre papa. Voilà, le lapin, on a 23 paires comme nous. Le cochon, je ne sais plus, le blé, je ne sais plus, le maïs, je ne sais plus, peu importe. Chaque espèce vivante a un nombre bien défini de chromosomes. Et donc, quand on dit qu'on a séquencé un génome, le génome, c'est l'ensemble des chromosomes d'une espèce. Donc le génome humain, c'est les 23 chromosomes humains différents. Eh bien, le génome humain a été séquencé. Ça a demandé 14 années et ça s'est terminé en 2003. Ça irait beaucoup plus vite aujourd'hui parce que ça a été beaucoup amélioré, les techniques de séquençage. Mais à l'époque, ça a mis 14 ans. Et le séquençage du génome humain, ça représente 100 livres, format A4, 100 pages chacun, caractère 12. Vous imaginez le nombre de lettres AGCT, hein? Et je dis bien, on a séquencé le génome humain et non pas comme on nous rebat les oreilles dans certaines périodes à la télévision, notamment, je pense par exemple au moment du Téléthon, où on nous dit souvent, on a décrypté le génome humain. C'est absolument faux. On en est à des années-lumière. On a décrypté des tout petits bouts. On aura décrypté le génome humain le jour où on aura compris toute la signification biologique qui se cache derrière la succession de 4 lettres sur les 100 livres format 400 pages chacun, et qui permettent à nos cellules de fonctionner. Là, on aura décrypté le génome humain. On en est à des années-lumière parce que ce qu'on a décrypté, c'est des tout petits morceaux de séquence en 4 lettres, pour lesquels on a donc pu identifier une ou quelques fonctions biologiques qui se cachent derrière. Et ces petits morceaux de séquence en 4 lettres pour lesquels on a pu faire un décryptage, eh bien, c'est ce qu'on appelle des gènes. Alors les gènes, ils sont répartis donc sur nos chromosomes et l'essentiel des gènes que nous avons décryptés, ce qui ne veut pas dire que c'est le cas de tous les gènes, mais ceux que nous avons essentiellement décryptés sont des gènes qui détiennent le secret de fabrication des protéines. Oui, mais c'est quoi les protéines? Les protéines, ce sont également des très grosses molécules qui sont constituées par l'enchaînement à la queue leu, non pas de 4,
mais de 20 molécules différentes. De 20 molécules différentes qu'on appelle des acides aminés, qui sont représentés ici par des petites perles de 20 couleurs différentes. D'accord ? Et donc, vous voyez que quand on passe du gène à la protéine, on passe d'un langage génétique en 4 lettres à GCT à un langage protéique en 20 lettres, les 20 couleurs de perles, les 20 acides aminés. Et quand on passe d'un langage à un autre, ça s'appelle la traduction. Ce n'est pas un terme de vulgarisation que j'utilise pour la circonstance ce soir, c'est le véritable terme utilisé en biologie. On dit que les cellules traduisent les gènes en protéines. Alors, toutefois, vous l'aurez compris, on peut difficilement passer, on ne peut pas, absolument pas d'ailleurs, passer directement du gène à la protéine. Pourquoi on ne peut pas passer directement du gène à la protéine ? Bien tout simplement parce que les gènes c'est l'ADN, ils sont dans les chromosomes, et les chromosomes sont enfermés dans le compartiment qui est ici, qui s'appelle le noyau. Ils y sont confinés. Et c'est un confinement strict. Ils ne peuvent absolument pas sortir. Alors que les protéines, elles sont fabriquées dans la partie violacée de la cellule qu'on appelle le cytoplasme. Comment voulez-vous traduire un livre dans votre bureau si le livre est dans la cuisine ? Vous ne pouvez pas. Et donc, qu'est-ce que vous feriez ? Vous rapatrieriez le livre de la cuisine, dans le bureau. Mais ici, on ne peut pas. On ne peut pas rapatrier les chromosomes à l'extérieur. Ils sont strictement confinés dans le noyau, ils n'en sortent pas. Alors, il faut un intermédiaire. Cet intermédiaire, ce n'est pas de l'ADN, c'est un ARN. C'est quoi l'ARN ? C'est toujours une grande molécule qui contient qui est fait du langage génétique, c'est-à-dire qui est constituée par l'enchaînement à la queue leu de 4 nucléotides désignés par leurs initiales respectives, qui ne sont plus ACGT, mais ACGU. Les T sont remplacés par des U. On retrouve les C, les A, les G, on les retrouve aussi bien dans l'ADN que dans l'ARN, mais les T de l'ADN sont remplacés par des U dans l'ARN. Voilà, mais c'est toujours le même langage génétique en 4 lettres. Et autre différence, la molécule d'ARN, ce n'est pas une double hélice, c'est une simple hélice. D'accord ? Et cet ARN, on l'appelle aussi un transcrit parce que c'est le résultat d'un processus qui s'appelle la transcription, c'est-à-dire qu'on a transcrit le langage génétique en 4 lettres AGCT contenu dans une molécule d'ADN en langage génétique en 4 lettres AGCU contenu dans une molécule d'ARN. Et alors, où est-ce qu'il est fabriqué l'ARN ? Bien là où se trouve l'ADN, c'est-à-dire dans le noyau. Donc l'ARN est produit dans le noyau. Vous allez me dire, alors on n'a rien résolu. Si, parce que contrairement à l'ADN, l'ARN a une autorisation de sortie. Et donc l'ARN a le droit de quitter le noyau pour aller dans le cytoplasme où il va être pris en charge par la machinerie de traduction pour être traduit en protéines. Donc en fait, ce n'est pas l'ADN qui est traduit en protéines, c'est l'ARN. Et donc cet ARN est un intermédiaire ici entre l'ADN et la protéine, et il joue en quelque sorte le rôle de messager. D'où le nom d'ARN messager dont on a tant entendu parler avec les fameux vaccins de Pfizer et Moderna, et notion qui a été donc, je le reprécise, parfaitement explicitée dans les médias. Donc on a ici l'ARN messager, qui est donc l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines. Alors tout gène ne détient pas le secret de fabrication d'une protéine. Ça veut dire que tous les gènes ne permettent pas de faire des protéines, mais par contre, à quoi ils servent les autres gènes ? Eh bien, ils vont faire des ARN. Ils vont faire des ARN, mais du coup, ces ARN ne sont plus des messagers, ce ne sont plus des intermédiaires, c'est le produit fini du gène. Là, le produit fini, c'est la protéine, l'ARN n'est que l'intermédiaire, on l'appelle un ARN messager. Voilà donc ces notions que je voulais rappeler, parce que je vais en avoir besoin pour vous expliquer un certain nombre de choses sur les vaccins. Alors quand même, une petite chose dont je vais avoir besoin également, vous avez vu que la transcription, c'est le passage de l'ADN à l'ARN. Est-ce qu'il est possible de faire le passage inverse, c'est-à-dire de passer de l'ARN à l'ADN ? Oui, ça existe. Ça existe notamment, alors ça existe dans certaines de nos cellules, mais dans des conditions très particulières pour faire des opérations très particulières dans nos cellules. Mais on a surtout découvert cette possibilité de passer de l'ARN à l'ADN chez certains virus
qu'on appelle justement des rétrovirus. Rétrovirus parce qu'ils sont capables, en quelque sorte, de faire marche arrière, de passer de l'ARN à l'ADN, comme le virus du sida. C'est un rétrovirus, et donc qui est doué de cette capacité. C'est un virus à ARN, je vais y venir, le virus du sida, et il est capable de transformer son ARN en ADN, donc c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle la transcription inverse. Et ça nécessite une enzyme dont sont dotés les rétrovirus, comme le virus du sida, enzyme qui s'appelle une transcriptase inverse. Eh bien, cette transcriptase inverse, elle a été purifiée. On en a dans nos laboratoires, dans nos congélateurs à moins 20 degrés. Et donc c'est l'enzyme extraite du virus, bien sûr. Et lorsque l'on veut transformer un ARN en ADN dans nos laboratoires, que ce soit un ARN animal, un ARN végétal, un ARN viral, un ARN bactérien, peu importe, eh bien il suffit d'incuber cet ARN en présence de l'enzyme virale transcriptase inverse et elle nous le transforme en ADN. D'accord ? Voilà, donc ça, je vous le précise parce que je vais en avoir besoin dans un instant. D'accord ? Alors, donc, avant de vous parler des virus, oui, souvent on en a entendu parler dans les médias, etc. Hein, on nous dit souvent, on nous parle de génome. J'ai moi-même utilisé le terme. Le génome, c'est l'ensemble des gènes, c'est l'ensemble de l'ADN, c'est l'ensemble des chromosomes. Hein, on parle aussi de transcriptome, c'est l'ensemble des ARN, des transcrits. Et puis de protéome, c'est l'ensemble des protéines. Hein. Bon, voilà. On aime bien les mots en home en biologie. Hein. Je vous avais déjà fait la blague, mais c'est... Oui, on a le secrétome, c'est l'ensemble des facteurs de sécrétion. L'exposome, c'est l'ensemble des facteurs d'exposition, par exemple aux polluants comme les perturbateurs endocriniens. Puis j'ai des collègues qui travaillent sur des éléments mobiles du génome, et ils doivent appeler ça le mobilome. Mais voilà. Donc... je reviens donc là où j'en étais. Pour en terminer ce premier chapitre sur les rappels, eh bien, je vais en profiter pour rappeler la notion de virus. C'est quoi un virus ? Un virus, dans sa forme la plus simple, c'est une coque protéique qui est représentée ici en bleu, qu'on appelle une capside, dans laquelle est enfermé le matériel génétique du virus, qui est ici de l'ADN, donc le génome viral. Alors cette capside, c'est quoi ? C'est une protéine répétée un grand nombre d'exemplaires. Alors attention, je ne suis plus à la même échelle que tout à l'heure. Mes petites perles colorées tout à l'heure, c'était des composants des protéines, c'était les acides aminés, au nombre de 20. Ça, chaque petit disque bleu là, c'est une protéine qui est elle-même constituée par l'enchaînement à la queue leu des 20 petites molécules de tout à l'heure dont j'ai parlé. Donc on n'est pas à la même échelle. Donc ici, on a une protéine qui est répétée un très grand nombre de fois et qui a la faculté de s'auto-assembler dans une structure d'une géométrie parfaite, qu'on appelle une structure icosaédrique. C'est très joli, ça fait un petit peu comme un diamant, quand on regarde en 3D. Et donc là, on est en 2D, mais quand on regarde en 3D, ça fait un petit peu comme une structure, comme un diamant, quoi, comme un bijou. Et en fait, donc, c'est une structure protéique dans laquelle est enfermé donc, le matériel génétique du virus. Ça, c'est ce qu'on appelle un virus nu. Pourquoi virus nu ? Par opposition à un virus enveloppé. C'est quoi les virus enveloppés ? C'est la même chose que le virus nu, mais avec en plus autour une enveloppe. Et cette enveloppe, c'est une bicouche de graisse. Une bicouche de graisse exactement comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure qui délimite le contour de nos cellules. D'ailleurs, en fait, les virus enveloppés sont dotés donc d'une enveloppe qui est une bicouche de graisse qui correspond à la bicouche de graisse des cellules qui vont aller infecter. Et ça, c'est vicieux parce que ça leur permet un peu plus facilement d'échapper, en tout cas dans un premier temps, au système immunitaire. Je prends la métaphore suivante. Imaginez, vous habitez dans un quartier résidentiel et puis vous avez l'habitude que votre voisin Roger rentre tous les soirs vers 19h, vous entendez sa voiture, vous reconnaissez, c'est une Peugeot, vous la connaissez, etc. Vous tirez le rideau, vous dites « Ah ben c'est Roger qui rentre », puis vous le reconnaissez, il a un grand manteau puis un chapeau, et il rentre chez lui. Et puis un jour, même heure, vous voyez que la Peugeot qui arrive, et puis vous voyez un monsieur avec un manteau et un chapeau, le manteau et le chapeau de Roger. Il sort de ça, et puis vous dites « Ah ben c'est Roger ». Ben non, c'est pas Roger, c'est un intrus qui rentre dans la maison de Roger, mais il est habillé comme Roger. Eh bien, le virus, en fait, s'habille d'une bicouche de graisse comme est habillée la cellule.
Et en fait, il se confond un petit peu, vous voyez. Alors, il va finir par être détecté, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, c'est des virus plus vicieux que ceux-là, en tout cas au premier abord. Et donc, dans cette bicouche de graisse, on va trouver une protéine rose, là, qui est représentée, là encore, hein, on n'est pas à la même échelle que tout à l'heure, c'est une protéine à part entière, ça, chaque petit disque rose, qu'on appelle la protéine de surface. Donc là, on a l'enveloppe dont je viens de parler, qui est une bicouche de graisse, et vous avez la protéine de surface. La protéine de surface, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va permettre au virus de s'attacher à la surface des cellules qu'elle veut infecter. Donc, grâce à cette protéine-là, elle va aller s'attacher sur une protéine cible qui est elle-même enchâssée dans la membrane des cellules qu'elle veut infecter. Donc, ça va permettre au virus de s'accrocher à la surface, et une fois qu'il est accroché, la bicouche de graisse du virus va fusionner avec la bicouche de graisse de la cellule, et ça va permettre au virus de déverser son contenu à l'intérieur de la cellule. Alors ici, le système est un petit peu différent, mais il y a aussi un phénomène d'ancrage, hein, et le virus va aussi déverser donc son matériel génétique à l'intérieur de la cellule infectée. Alors j'ai représenté ici des virus à ADN. Vous voyez, un double hélice marron, c'est dans ma nomenclature à moi de l'ADN. D'accord ? Mais il existe aussi les mêmes virus, mais à ARN, c'est-à-dire que vous avez des virus nus dont le matériel génétique n'est pas de l'ADN, mais de l'ARN, donc simple brin, et puis des virus enveloppés dont le matériel génétique est de l'ARN. Ce qui fait 4 grandes catégories de virus. Alors, pour vous donner des exemples concrets de ces 4 catégories, les virus nus à ADN, c'est par exemple les adénovirus. Les adénovirus, vous savez, ce sont ces virus qui sont souvent responsables l'hiver d'un état grippal. On dit, par abus de langage, on dit « Ah, je suis grippé, j'ai la grippe ». En fait, heureusement, ce n'est pas la grippe c'est beaucoup plus méchant. Hein. Mais on n'est pas bien, on a éventuellement un petit peu de fièvre, on a mal à la gorge, on a éventuellement quelques petites courbatures, etc. Ce n'est pas la grippe, c'est souvent à cause d'un adénovirus. D'accord ? Le papillomavirus, c'est le virus que l'on rend responsable du cancer de l'utérus. Alors bien sûr, dans un certain nombre de cas, ce virus est effectivement responsable, va effectivement aboutir au développement d'un cancer, mais en fait, heureusement, il y a beaucoup de cas d'infection papillomavirus qui ne se terminent pas par un cancer du col de l'utérus. Et puis, vous avez le parvovirus, qui est le virus de l'érythème infectieux aigu. Voilà, alors ce n'est pas des listes exhaustives, hein, mais je vous donne des exemples ici. Et puis, vous avez pour les virus nus à ARN, par exemple, le virus de la polio, les rotavirus responsables des gastro-entérites, le virus de l'hépatite E. Pour les virus enveloppés à ADN, vous avez le virus de l'herpès, aussi virus de la varicelle, vous avez virus de l'hépatite B, donc poxvirus, virus de la variole, et puis les plus nombreux sont dans la 4e catégorie. Alors mes listes ne sont pas exhaustives, mais le nombre d'exemples que j'ai donnés représente la représentativité de chaque catégorie. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment dans les virus enveloppés à ARN qu'on a le plus de virus, et notamment les coronavirus, et notamment donc SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19, qui est donc un virus enveloppé à ARN. Vous avez virus de l'Ebola, filovirus, virus de la rage, donc virus enveloppé à ARN, les togavirus, notamment virus du chikungunya ou de la rubéole, les flavivirus, dont le virus du Zika, de la dengue, de la fièvre jaune, de l'hépatite C, virus de la grippe, virus de l'hépatite D, et toute la famille des rétrovirus, dont le virus du sida, vous savez, ces virus à ARN qui sont capables de transformer leur ARN en ADN. Les rétrovirus, dont le virus du sida. Donc, grande famille des rétrovirus. Voilà donc les différentes catégories de virus. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un virus n'est pas autonome pour se multiplier. C'est-à-dire qu'il a besoin d'infecter une cellule cible. Et il va détourner la machinerie cellulaire de la cellule infectée pour se développer lui-même. C'est-à-dire qu'un virus, pour pouvoir se multiplier, il a besoin de faire produire les protéines qui le constituent, donc ici la protéine bleue notamment, la protéine bleue, la protéine rose ici notamment. Il peut y avoir bien sûr d'autres protéines. Donc il a besoin de faire produire en grande quantité ces protéines, notamment la protéine bleue pour qu'elle se réauto-assemble et pour faire plusieurs structures icosaédriques comme ça, et puis bien sûr multiplier son matériel génétique. Eh bien pour faire ça,
il va détourner la machinerie cellulaire de la cellule infectée. C'est-à-dire qu'il va injecter dans la cellule infectée son matériel génétique et la cellule infectée va prendre le matériel génétique du virus à son propre compte. Si c'est de l'ADN, le transcrire en ARN puis le traduire en protéines. Si c'est de l'ARN, directement le traduire en protéines, de façon à multiplier les protéines du virus pour reconstituer des particules virales, dans chacune desquelles il y aura un exemplaire du génome viral qui lui-même aura été multiplié dans la cellule infectée. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a besoin de détourner en fait la machinerie cellulaire de la cellule infectée pour produire les particules virales. Voilà donc les rappels que je voulais faire pour pouvoir poursuivre mon intervention ici. Alors, les vaccins classiques, c'est-à-dire les vaccins qui existaient déjà avant la pandémie de Covid-19. Eh bien, c'est ce qu'on appelle d'abord les vaccins typiquement pasteuriens, les vaccins inactivés. Les vaccins inactivés, c'est quoi un vaccin inactivé ? Ça consiste à injecter le virus contre lequel on veut vacciner, le virus entier. Bien sûr, si on injecte le virus, on va donner la maladie. Donc, pour ne pas donner la maladie, le virus est inactivé. Comment a-t-on inactivé le virus ? Donc, on l'a rendu totalement inopérant. Alors, soit par une inactivation chimique, qui est un traitement au formol, donc formaldéhyde, voilà, soit une inactivation physique, c'est-à-dire qu'on traite le virus à la chaleur ou on l'irradie. Et à ce moment-là, on va inactiver le virus. Alors, les exemples de vaccins inactivés, c'est-à-dire le virus entier qu'on a rendu, qu'on a inactivé, c'est des vaccins contre la grippe, vaccins contre l'hépatite A, vaccins contre la polio, vaccins contre la rage. Donc ça, ce sont des vaccins inactivés. Le virus entier, mais tué. Alors évidemment, le virus étant tué, il ne peut plus injecter son matériel génétique dans les cellules, donc il ne peut plus infecter les cellules. Mais dès lors qu'il est dans notre organisme, il est quand même reconnu comme corps étranger, et donc notre organisme va activer son système immunitaire et fabriquer, le cas échéant, bien des anticorps contre ce virus. Et le jour où le vrai virus en pleine forme arrive, eh bien l'organisme est déjà doté des armes pour le neutraliser. Alors, quels sont les avantages de ces vaccins ? S'il y a des gens qui m'écoutent, on ne sait jamais, mais qui n'avaient pas envie de le faire, qu'est-ce qu'il vient de dire, Vélo ? Quels sont les avantages ? Je m'adresse à Kéros qui va retransmettre. Quels sont les avantages ? Tiens, Vélo, il ne serait pas totalement anti-vax ? Les avantages. Les avantages de ces vaccins, c'est qu'ils ne risquent pas de donner la maladie puisqu'ils sont inactivés. Les inconvénients. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais les avantages, il ne l'a pas écrit. Les inconvénients, la réponse immunitaire est faible. Comme le virus est mort et qu'il ne peut pas se multiplier, eh bien évidemment, la réponse immunitaire est plus faible que si le virus se multipliait. Donc, comment compenser cette faible réponse immunitaire ? Par des injections multiples et répétées, et également par l'utilisation d'adjuvants qui vont potentialiser l'effet immunogène. Ces adjuvants, c'est par exemple des sels d'aluminium, qui font bien sûr aussi polémique, les sels d'aluminium, parce que l'aluminium est quelque chose de totalement étranger à notre corps, et des sels d'aluminium qui vont avoir pour but de retenir plus longtemps sur le site d'injection le virus, de façon à stimuler, à augmenter la réponse immunitaire. Voilà, donc ça, c'est les vaccins inactivés. Deuxième catégorie de vaccins, qui sont toujours des vaccins pasteuriens, ce n'est pas des vaccins inactivés, mais des vaccins vivants. C'est-à-dire le virus vivant. C'est-à-dire, ils sont fous. S'ils mettent le virus vivant, on va donner la maladie. Eh bien, le virus est vivant, mais il est atténué. Alors, en quoi ça consiste l'atténuation d'un virus ? On va l'injecter sous une forme atténuée. Eh bien, par exemple, pour atténuer un virus, on va le faire, si c'est un virus qui s'attaque à l'humain, on va le cultiver sur des cellules humaines en laboratoire sur plusieurs passages de culture sur boîte de pétri, et sur des cultures de cellules humaines, des cultures de cellules justement qui ne sont pas humaines, c'est-à-dire des cellules animales ou d'autres cellules. Et du coup, vous savez, un virus, ça s'adapte assez rapidement.
Et donc le virus, il va finir par aimer ces nouvelles cellules, qui ne sont pas des cellules humaines, et donc par ne pas trop aimer les cellules humaines. Et donc quand on va le réinjecter chez un humain, il va faire la gueule, il va être atténué, il ne va pas être en forme. Voilà. Et donc on espère qu'il va être suffisamment atténué pour que notre organisme puisse profiter du fait que le virus est dans les choux pour fabriquer des anticorps, et le jour où le vrai virus revient en forme, on a les anticorps pour le neutraliser. Alors ça, c'est l'exemple, par exemple, du vaccin trivalent ROR pour rougeole, oreillon, rubéole. Également le vaccin de la varicelle. D'accord ? Et puis vous avez des vaccins qui sont atténués par la chaleur, alors soit c'est des mutants naturels, qu'on a eu atténués par la chaleur, qui sont atténués parce qu'ils ne supportent plus la chaleur, excusez-moi. Donc soit ce sont des mutants naturels, c'est-à-dire qu'on a récupéré des mutants de virus qui sont sensibles à la température de 37 degrés, qui est la température de notre corps. Ils n'aiment pas, c'est trop élevé. Du coup, quand on récupère ces mutants naturels, et on en fait un vaccin, et quand on les injecte à une personne qui forcément est à 37, le virus, il n'aime pas la température de 37, et donc du coup, il est dans les choux. Alors, quand on a des mutants thermosensibles de virus, c'est parfait. Quand on n'en a pas, on les fabrique. Comment on les fabrique ? Pareil, on va cultiver le virus sur des cultures cellulaires, humaines cette fois-ci, mais au lieu de les cultiver à 37 degrés, on va les cultiver à une température plus faible. Du coup, le virus va finir par s'adapter à cette nouvelle température, et quand il va se retrouver à nouveau à 37, il ne va pas aimer. Voilà. Exemple de vaccin vivant atténué, donc avec des virus thermosensibles, ou en tout cas qui n'aiment plus la température de 37. C'est l'exemple d'un ancien vaccin contre la grippe. Alors je dis ancien parce qu'il a été retiré du marché parce qu'il a causé un certain nombre de soucis. C'était le vaccin Fluenz. C'est le cas également du vaccin contre le VRS, le virus respiratoire syncytial. Voilà. Alors quels sont les... là je vais commencer par les inconvénients de ces vaccins, ou plutôt, les avantages, je vais quand même le dire aussi, là, les avantages. Les avantages, c'est que la réponse immunitaire est meilleure. Pourquoi elle est meilleure ? Parce que le vaccin est vivant. Il est atténué, certes, mais il est vivant. Donc il se multiplie quand même. Il va quand même nous infecter. Mais très peu, c'est-à-dire qu'il ne va pas se multiplier de façon virulente. Et donc, on a le temps, normalement, de s'armer pour le combattre. D'accord ? Mais comme il se multiplie quand même un petit peu, il est plus immunogène qu'un vaccin tué, qu'un virus tué. Donc, meilleure réponse immunitaire. Inconvénient. Les inconvénients, c'est que ce virus, comme il est vivant et qu'il injecte son matériel génétique, si jamais la personne qui reçoit le vaccin est déjà contaminée par un autre variant du même virus, qui n'est pas forcément un variant méchant, les deux virus, et on y reviendra à la fin de mon intervention tout à l'heure, les deux virus, parce qu'ils adorent faire ça, les virus, peuvent échanger du matériel génétique entre eux. C'est-à-dire qu'ils recombinent leur matériel génétique. Ça s'appelle des virus recombinants. Et à ce moment-là, à partir du virus qui a servi de vaccin et qui était atténué, et du virus infectant qui était chez la personne qui s'est fait vacciner, qui n'était pas très méchant non plus, on arrive à refaire un virus méchant, en échangeant des morceaux de chacun des deux virus de départ. Donc, apparition, alors ça s'est déjà vu, bien sûr, et c'est pour ça que ce risque est bien sûr pris en compte. Et deuxième inconvénient, c'est que si on vaccine une personne qui est faible, qui n'est pas en forme, même si le virus est atténué, il n'est peut-être pas assez. Et la personne ne va pas réussir à combattre le virus, parce que même si le virus est dans les choux, elle n'est pas suffisamment en forme. C'est pour ça que ces vaccins sont bien sûr contre-indiqués pour les immunodéprimés et pour les femmes enceintes. Voilà, donc ça, c'est les vaccins typiquement pastoriaux. Maintenant, vous avez une troisième catégorie de vaccins qui existait déjà avant la Covid-19, mais qui s'appuie déjà sur les biotechnologies, et dont je parlais déjà bien avant la Covid-19. Là, ça dérangeait personne, parce qu'en plus, pourtant, je soulevais des questionnements et des risques aussi avec ces vaccins. Et je continue à le faire. Mais à l'époque, ça n'a dérangé personne. Vaccin à protéines recombinantes. Alors, c'est quoi ce gros mot, protéines recombinantes ? En fait, ça consiste à injecter chez la personne que l'on veut vacciner, non pas le virus entier, mort ou atténué, mais une protéine du virus.
Par exemple, la protéine de surface rose que j'ai présentée tout à l'heure, si c'est un virus enveloppé. Si c'est un virus nu, on va prendre la protéine de la capside, la protéine bleue que j'ai présentée tout à l'heure. Mais quand c'est un virus enveloppé, on va prendre en général la protéine de surface, la protéine rose là, et on va la produire en laboratoire, et on va la purifier et l'injecter directement à la personne que l'on veut vacciner. Alors, comment on la produit en laboratoire ? Eh bien, je vais vous prendre un exemple. C'est l'exemple du vaccin qui, lui aussi, a fait beaucoup polémique et le fait encore, qui est le vaccin Engerix-B pour lutter contre l'hépatite B. Comment il a été fabriqué ? On est parti du virus de l'hépatite B. Je rappelle que le virus de l'hépatite B est un virus enveloppé à ADN. D'accord ? Eh bien, on a extrait l'ADN du virus. C'est petit un ADN de virus, hein, c'est pas comme notre ADN à nous. Hein. Donc on a vite fait de le séquencer quand on l'a. Hein, c'est très vite séquencé. Et une fois qu'on l'a séquencé, on peut très vite déterminer où se trouve le gène qui détient le secret de fabrication de la protéine de surface rose qui est ici. Ce gène, on va l'isoler, on va le ressortir avec des ciseaux. Alors c'est pas des ciseaux, hein. C'est des ciseaux moléculaires. Ce sont des petites enzymes d'origine bactérienne qu'on a dans nos congélateurs à -20, on a toute une tripotée de ce genre de choses, comme le mécanicien a une tripotée de clés plates ou de clés à pipe, et il prend la bonne clé en fonction du diamètre du boulon. Bien nous, on prend la bonne enzyme en fonction de l'endroit où on veut que ça coupe, on en prend une qui coupe en amont, une qui coupe en aval, bon c'est un peu plus compliqué que ça, puis on va sortir notre gène, le gène viral, uniquement le gène qui nous intéresse. Et donc ce gène, lorsqu'il est transcrit et traduit, il permet de fabriquer cette protéine rose, qui est la protéine de surface du virus. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ce gène ? On l'introduit dans des cellules qu'on est capable de cultiver à grande échelle en laboratoire. Dans le cas de Engerix-B, les cellules qui ont été choisies sont des cellules de levure de boulanger. La levure de boulanger, c'est un champignon unicellulaire. Hein, et j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs sur cette levure. Et cette levure, on est capable de la multiplier très facilement à grande échelle en laboratoire. Et donc, on a pris le gène du virus, on l'a mis dans la levure. Et ces levures, on les a... Donc voilà, la levure, donc elle a ses chromosomes à elle. Hein. Dans la levure, il y a 16 chromosomes. Donc elle a 16 chromosomes à elle. Et on lui rajoute, dans l'un de ses chromosomes, le gène du virus. Et à ce moment-là, ces cellules, on va les multiplier dans des fermenteurs de 400 litres. Vous voyez, pendant plusieurs jours, plusieurs nuits. Les levures, ça se multiplie à peu près toutes les 1h30, 2 heures. Donc vous imaginez, dans 400 litres, pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, la quantité de levure qu'on va récupérer. C'est des dizaines de kilos et des dizaines de kilos de levure qu'on va récupérer. Et comme toutes ces levures sont issues de la multiplication de celles de départ qu'avait le gène du virus, elles ont toutes le gène du virus. Et comme le langage génétique en 4 lettres AGCT est universel, la levure prend le gène du virus à son propre compte, le décode, le transcrit en ARN, et l'ARN est traduit en protéines, et la levure se transforme en usine à protéines virales. On va alors récupérer les dizaines de kilos de levure, les éclater, purifier la protéine et l'injecter à une personne que l'on veut vacciner. Voilà, c'est comme ça qu'a été fait le vaccin Engerix-B. Voilà. Et donc, et parmi les candidats à vaccins contre la Covid, eh bien, on va voir qu'il y a des vaccins de ce type. Donc ça, on appelle ça des vaccins à protéines recombinantes. Pourquoi ? Parce qu'on appelle protéines recombinantes toute protéine qui est fabriquée dans des cellules qui ne sont pas celles qui la fabriquent dans la vraie vie. Cette protéine, où est-ce qu'elle est fabriquée normalement ? Ben, elle est fabriquée dans les cellules hépatiques, puisque c'est un virus hépatique. Donc il infecte les cellules. Donc c'est dans les cellules hépatiques que cette protéine est normalement produite. Et bien là, on la fait produire dans la levure. Donc elle est produite dans des cellules qui ne sont pas celles qui la fabriquent dans la vraie vie. Et on appelle ça une protéine recombinante. Et j'en arrive au vaccin contre la Covid. Alors on vient de voir qu'avant la Covid, il y avait 3 types de vaccins. Les vaccins vivants atténués, les vaccins inactivés, et les vaccins à protéines recombinantes dont on vient de parler avec l'exemple du vaccin contre l'hépatite B. C'est également de cette manière-là qu'est fait le vaccin contre le papillomavirus. Alors, voyons maintenant les candidats vaccins contre la Covid. Alors, il y a des vaccins inactivés. C'est par exemple le vaccin de Sinopharm, vaccin chinois. Ce vaccin, les tests de phase 3 ont commencé en juillet 2020. Ils se sont terminés en juillet 2021. 1 an, c'est très court.
Test de phase 3 pour un vaccin. D'accord. Ce qu'on appelle la phase 3, pardon, c'est la dernière phase d'expérimentation avant la mise sur le marché. Hein, donc c'est sur des humains. Hein. Les phases 1 et 2 au départ, c'est sur des cellules, sur des animaux, etc. Et puis ensuite, la phase 3, alors il peut y avoir aussi des humains dans la phase 2, mais voilà, phase 3, et donc ça a commencé en juillet 2020 pour se terminer en juillet 2021, mais il a été autorisé en Chine dès juillet 2020, c'est-à-dire avant que la phase 3 soit commencée. Bon, voilà, alors ça va un peu vite, hein, on est d'accord. Sinovac, vaccin chinois également vaccin inactivé, début des tests de phase 3, août 2020, fin des tests de phase 3 en fonction des pays qui l'ont adopté, ça s'est terminé entre janvier et octobre 2021, mais il est autorisé en Chine depuis juillet 2020, c'est-à-dire avant même que ne commence la phase 3. Et puis vous avez le vaccin Covaxin, donc vaccin indien, donc développé par l'entreprise de biotech indienne Bharat Biotech, dont les tests de phase 3 ont commencé en novembre 2020. La fin des tests de phase 3 n'est pas encore connue, mais il est autorisé en Inde depuis janvier 2021, puis il a été autorisé au Zimbabwe, au Népal, au Bangladesh et au Mexique. Et enfin, il y a un vaccin français, ou plutôt franco-autrichien, qui est le vaccin Valneva, vaccin donc inactivé, donc vaccin pasteurien, dont les tests de phase 3 ont commencé au second trimestre 2021, pour se terminer au 4e trimestre 2021. En fait, ça a été plus long parce qu'ils ont pris du retard, et donc du retard par rapport à ce qu'ils avaient prévu au départ, et donc ça a été un petit peu plus loin, et il était prévu qu'il soit disponible pour le Royaume-Uni en novembre 2021 et pour l'Union européenne en janvier 2022. Les délais ont été à peu près respectés, disons qu'il a été soumis à l'Agence européenne du médicament, je crois, vers avril 2022, donc il y a eu un petit peu de retard par rapport aux prévisions. Sauf que le Royaume-Uni, qui devait avoir la primeur, pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni avait mis des billes dans Valneva, des billes financières, et il y a en Angleterre une entreprise de production pour Valneva. Donc le Royaume-Uni devait être prioritaire. Puis le Royaume-Uni, bizarrement, a décidé d'annuler sa commande auprès de Valneva avant même que le vaccin soit accepté et autorisé. Et la France, en fait, au niveau de l'Europe, il y a eu 60 millions de doses de commandées de Valneva. 60 millions de doses. C'est que dalle, hein, à l'échelle de l'Europe. 60 millions de doses, c'est même pas une dose par Français. Et on est à l'échelle de l'Europe. Et puis, finalement, commande annulée. Parce qu'il faut écouler le Pfizer et le Moderna. Et donc, ce vaccin, qui est autorisé aujourd'hui, hein, mais qui a eu du mal à être autorisé. C'est-à-dire, attention, c'est pas parce que c'est pasteurien, etc., que c'est la technique classique que le vaccin est sûr. Il faut effectivement qu'il soit évalué correctement. Bien sûr, ça reste du cas par cas. Mais ce qui est bizarre, c'est que les vaccins Pfizer et Moderna, nouvelle technologie pour laquelle on n'a aucun recul, dès lors que l'OMS a donné son feu vert, l'Agence européenne du médicament, en 15 jours, a donné le sien. Et là, pour Valneva, on leur a cherché des poils sur les œufs, on leur a demandé des tas de contrôles supplémentaires, etc. Ça a duré des mois et des mois, et puis au bout du compte, pour ne pas leur commander le vaccin, alors qu'il est autorisé. Donc là, on peut quand même s'interroger, se questionner sur les 2 poids 2 mesures. Hein. Donc pour le vaccin Valneva. Donc voilà, pour tout vous dire, moi j'attendais le vaccin Valneva. Je me suis dit, si j'ai besoin de me faire vacciner, eh bien, j'avais plutôt, si bien sûr il passe les tests, etc. De toute façon, aujourd'hui, le problème, c'est que si je vais voir un médecin et que je lui dis, voilà, moi je veux bien avoir l'injection Valneva, de toute façon, le médecin ne pourra pas se le procurer. Donc, voilà, ça, c'est les vaccins inactivés. Les vaccins à protéines recombinantes. Les vaccins à protéines recombinantes, eh bien, il y a Novavax aux États-Unis qui a fait un vaccin protéine recombinante, donc selon le même procédé que celui dont j'ai parlé pour l'hépatite B. C'est-à-dire que là, ce qui est produit dans des cellules en laboratoire que l'on cultive à grande échelle, c'est pas toujours des cellules de levure, hein. Ça peut être des cellules végétales qu'on est capable de multiplier à grande échelle en laboratoire, c'est souvent des cellules de racines dans ce cas-là. Ça peut être des cellules animales, mais là c'est plus coûteux, c'est plus compliqué. Ça peut être des cellules éventuellement de bactéries, etc. Donc en tout cas, dans le cas de Novavax, je ne me souviens plus dans quelles cellules, je crois que c'est des cellules de plantes, mais je ne suis pas sûr. Donc ce qu'ils ont utilisé, en tout cas, ils ont fait produire dans des cellules cultivées à grande échelle en laboratoire, eh bien, ils ont introduit dans ces cellules le gène
de SARS-CoV-2 qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike, la protéine de surface, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, excusez-moi, la protéine de surface rose pour le virus SARS-CoV-2, on l'appelle la protéine Spike en anglais ou la protéine spiculaire en français. D'accord ? Donc, eh bien, c'est cette protéine de surface Spike, donc protéine qui a été produite dans des cellules cultivées à grande échelle en laboratoire. Donc, on l'appelle du coup une protéine Spike recombinante. Alors, les tests de phase 3 ont commencé fin septembre 2020 pour se terminer en mars 2021, 6 mois. C'est très court. Et on verra pourquoi tout à l'heure, en particulier pour ce type de vaccin, c'est très court. Et livraison en Europe prévue pour février ou mars 2021. Alors je crois que ce vaccin, il n'a pas été disponible aux dates prévues, mais il l'a été plus tard. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelques personnes qui ont eu accès à ce vaccin. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, s'il est vraiment encore disponible, puisque en fait aujourd'hui, on nous parle que de Pfizer et de Moderna. Donc, mais en tout cas, il y a ce vaccin qui, normalement, a passé le crible et est autorisé. Vous avez le vaccin de Sanofi Pasteur en collaboration avec une entreprise anglaise qui est GSK, donc qui a également produit la protéine Spike dans des cellules cultivées en laboratoire. Donc les tests de phase 3 ont commencé au second trimestre 2021 pour se terminer au 4e trimestre, là encore 6 mois, c'est très court. Avec une mise sur le marché qui était prévue pour juin 2021, qui a été repoussée à fin 2021. Et je crois que, voilà, pareil, il a été disponible plutôt début 2022. Mais là encore, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, peut-être ils pourront me dire si on arrive à trouver ce vaccin ou pas, je n'ai pas l'impression. Et puis, je voulais parler de celui-là, c'est à Cuba, ça on ne l'aura jamais pour des raisons géopolitiques. Mais... à Cuba, c'est l'Institut Finlay qui a fait ça, ça s'appelle le Soberana 02. C'est une portion, ils n'ont pas produit la protéine Spike en entier. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le gène entier dans des cellules cultivées en laboratoire, ils ont mis qu'un bout du gène. Et ne mettant qu'un bout du gène, ils n'ont produit qu'un petit bout de la protéine Spike. Et si vous mettez qu'un petit bout de protéine et que vous injectez, elle va très vite être dégradée. Alors, pour qu'elle ne soit pas dégradée, ils l'ont fusionnée à une autre protéine. Et là où c'est particulièrement judicieux, je pense, enfin bon, sur le plan théorique en tout cas, mais il faut que ce soit évalué correctement, c'est qu'ils l'ont fusionnée à la toxine tétanique. La toxine tétanique, pourquoi ? Bien parce que la plupart des gens sont vaccinés contre le tétanos. Et le fait d'être vacciné contre le tétanos et d'injecter la toxine tétanique, ça va stimuler nos globules blancs spécialisés dans la production d'anticorps, qu'on appelle les lymphocytes T ou les lymphocytes B, et qui vont, on les appelle les lymphocytes mémoire, c'est-à-dire ceux qui se souviennent de l'ennemi. Et donc, du coup, en stimulant les lymphocytes mémoire, eh bien, on a un effet durable dans le temps. Donc ça, c'est judicieux, en tout cas sur le papier glacé, c'est-à-dire qu'ils ont pris une portion de la protéine Spike du SARS-CoV-2 et ils l'ont associée à la toxine tétanique pour stimuler les lymphocytes T mémoire et donc de façon à avoir un effet pérenne dans cette vaccination. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, parce que je ne sais pas si on peut faire confiance aux informations qu'on reçoit de Cuba, mais il semblerait que 2 injections et les personnes sont protégées. Le début des tests de phase 3 a commencé en mars 2021, la fin des tests n'est pas annoncée et il est autorisé à Cuba depuis le mois de mai 2021. Voilà, mais ça existe, donc ça, ce sont les vaccins à protéines recombinantes. Et j'en arrive aux vaccins de dernière génération qu'on appelle les vaccins génétiques. C'est quoi les vaccins génétiques ? Ça consiste à délivrer dans les cellules de la personne que l'on veut vacciner, non pas le virus entier atténué ou mort, non pas une protéine du virus, mais du matériel génétique du virus. Pour faire fabriquer la protéine en question, non pas dans des cellules de laboratoire cultivées à grande échelle, mais directement par nous. C'est-à-dire qu'on nous injecte l'information génétique du virus qui va permettre à nos cellules de fabriquer la protéine. D'accord ? Alors, nos cellules vont donc prendre cette information génétique à leur propre compte et fabriquer elles-mêmes la protéine virale. Le problème, c'est que si vous injectez du matériel génétique dans les cellules, ça n'y va pas tout seul.
Ce matériel génétique doit être protégé et doit être véhiculé. Il faut un transporteur, il faut un véhicule. Ce véhicule, c'est soit une nanoparticule de graisse, donc une bicouche de graisse minuscule, dans laquelle est enfermée la partie de l'ARN du virus SARS-CoV-2 qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike, d'accord ? Soit le véhicule est un autre virus. Le propre d'un virus, c'est d'injecter son matériel génétique dans nos cellules. L'idée est donc de dire, et si on utilisait un virus pour injecter non pas son matériel génétique à lui, mais celui qui nous intéresse. Donc ce virus, bien sûr, le problème, c'est que ce virus, vous ne pouvez pas l'inactiver, parce qu'il ne faut quand même pas qu'il donne la maladie dont il est responsable, ce virus. Donc, on va se dire, c'est pas grave, si on ne veut pas qu'il donne la maladie, on va l'inactiver. Non, on ne peut pas. Parce que si on l'inactive, il n'est plus capable d'injecter du matériel génétique dans nos cellules. Or, on veut qu'il fasse précisément cela. Donc, on ne peut pas l'inactiver. Alors, on va le désarmer. C'est quoi le désarmer ? Eh bien, on ne va pas le tuer, mais on va lui enlever sa virulence. Je vais vous expliquer tout ça avec des schémas, je vous rassure. Prenons d'abord le premier type de véhicule, qui sont les nanoparticules de lipides. Ça, c'est la technologie utilisée par Pfizer-BioNTech et par Moderna. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris une bicouche de graisse, une minuscule bicouche de graisse, vous la voyez ici en 3D, c'est peut-être plus parlant. Voilà cette minuscule capsule de graisse qui est coupée ici à la moitié. Et donc, à l'intérieur de cette capsule est emprisonnée la partie de l'ARN de SARS-CoV-2 qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike. D'accord ? Et donc, avec cette nanoparticule de graisse, on injecte en intramusculaire chez un individu que l'on veut protéger du virus. Et à ce moment-là, la bicouche de graisse qui est là va venir fusionner avec la membrane de nos cellules musculaires. Et en fusionnant, va pouvoir déverser son contenu, c'est-à-dire l'ARN vaccinal, à l'intérieur des cellules. Nos cellules musculaires vont prendre cet ARN en charge, le décoder, fabriquer la protéine. En théorie, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors bien sûr, c'est des cellules musculaires essentiellement, mais pas que quand même, hein. Parce que quand vous injectez en intramusculaire, surtout si celui qui vous fait l'injection s'appelle notre ancien ministre de Santé Véran, normalement, vous savez, quand on fait une injection, on fait un petit rappel petit retour de seringue pour voir si on n'a pas piqué dans une veine. Donc pour voir s'il y a du sang qui remonte dans l'aiguille. Lui, il avait vacciné une femme enceinte à la télé pour montrer qu'il fallait y aller, les femmes enceintes. Hein, et le jour d'ailleurs où commençaient les tests sur les femmes enceintes par Pfizer. Le jour